Bonjour et bienvenue dans Mimi, le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonjour Jérôme. Salut Antoine. Et puis on salue Damian et Stéphane Royer qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre donc, pour cette deuxième édition 2024. Bonjour Damian. Bonsoir Antoine, salut Jérôme, salut Stéphane. Salut. Et bonsoir Salut les Stéphane. gars, salut Jérôme, salut Antoine. Salut Stéphane. Donc Stéphane, tu es notre reporter de l'étrange, j'allais dire, pour faire une référence au festival de Damian. Tu vas nous faire le point actu et visiblement par rapport à tout ce que tu nous as envoyé, il est assez conséquent. Donc de l'actu ufologique du deuxième trimestre de 2024. Oui, alors effectivement, il s'est passé pas mal de choses assez récemment. Je vais peut-être commencer par deux sujets qui ont trait un petit peu à la politique, hein, il ne faut pas coutume, puis c'est un peu d'actualité en ce moment en France. Voilà, donc on va partir plutôt au Japon, puisqu'il faut savoir que le Japon, en ce moment, a constitué une nouvelle commission d'enquête sur les PAN, hein, ou les ovnis. Donc plusieurs journaux francophones en ont parlé récemment. Alors, c'est sorti les 6 et 7 juin, enfin, surtout le 6, avec des journaux effectivement français, hein, comme les dernières nouvelles d'Alsace, 20 minutes, Le Figaro, MSN, mais aussi des journaux belges, comme la RTBF ou Le Soir. Donc, je trouvais ça intéressant qu'autant de journaux en parlent. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que on va avoir un groupe qui s'est constitué avec des parlementaires, 80 parlementaires quand même, hein, donc c'est pas rien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe transpartisan, c'est-à-dire qu'il va réunir un certain nombre de politiques de différentes tendances, et ça, c'est bien quand on peut faire s'associer les gens, les faire travailler et raisonner ensemble plutôt que de se taper dessus et de s'invectiver. Donc, le but, ça va être effectivement d'examiner si ces fameux PAN, hein, ou OVNI, sont vus comme une menace pour la sécurité nationale. Il faut savoir, entre parenthèses, que c'est exactement le motif qui a été invoqué aux États-Unis pour créer des commissions d'enquête et faire voter des lois sur la divulgation. Voilà, on en parlera peut-être après, parce que c'est toujours d'actualité aux États-Unis. Donc, parmi ce groupe transpartisan, on va trouver par exemple plusieurs anciens ministres de la Défense. Leur demande, c'est que le gouvernement nippon puisse améliorer ses capacités d'analyse et de détection des PAN. En effet, si jamais un pan était, par exemple, d'origine terrestre, ça pourrait être un ballon, ça pourrait être surtout un drone. On en parle beaucoup en ce moment dans la guerre en Ukraine, où des drones, effectivement, détruisent un certain nombre de cibles. Et ça, c'est la nouvelle guerre, les nouveaux modes de la guerre aujourd'hui. Donc, bah, il y a un intérêt derrière pour ces politiques de réfléchir, savoir ce qui peut être considéré comme un pan authentique ou un pan plutôt d'origine terrestre, bon, et donc militaire. Alors, que nous disent ces militaires? Eh bien, ces hommes politiques. Et, j'ai une citation de Yasukazu Hamada, qui est l'ancien ministre de la Défense japonais, et il nous dit: il serait extrêmement irresponsable de notre part de se résigner à ce que quelque chose soit tout simplement inexplicable et de continuer de faire l'autruche. Voilà. Effectivement, c'est pas en se mettant la tête dans le sable qu'on éliminera les risques potentiels. Bon. Alors, selon Yoshiharu Asakawa, un député donc d'un parti d'opposition japonais, au Japon, les ovnis sont traditionnellement perçus comme faisant partie du domaine de l'occulte qui n'a rien à voir avec la politique. Donc en fait, si des objets volants non identifiés se révèlent comme des armes secrètes de pointe ou des drones espions déguisés, eh bien effectivement, cela pourrait constituer une menace importante pour la sécurité de notre nation, a ajouté donc cet élu du parti japonais de l'innovation. Voilà. Ça, c'est un nom de parti. Alors, il ne faut pas oublier que en 2023, aux États-Unis, on a eu des survols de ballons chinois sur l'ouest des États-Unis. Et donc, le ministre japonais de la Défense avait par la suite estimé que plusieurs ovnis aperçus dans l'espace aérien nippon au cours des années précédentes pouvaient probablement être aussi des ballons d'espion chinois. Donc, vous voyez effectivement l'intérêt aujourd'hui de réfléchir à ce sujet, qui peut être un sujet d'importance au niveau stratégique, au niveau militaire. Voilà, donc c'est pas par amour des extraterrestres que ces Japonais, ces politiques et ces militaires se réunissent au sein d'une commission transpartisane. Ça va être plutôt effectivement enfin, pour une raison en tout cas qui sera plutôt militaire, stratégique et en lien avec la défense nationale. Voilà. Et Et oui, les, vas-y les- les Antoine. Japonais ont une vraie culture ufologique en réalité parce que rappelez-vous tout ce qui a baigné, alors pour les plus anciens d'entre vous, hein, tout ce qui a baigné nos dessins animés de notre enfance, Tout à c'est fait.
Alors, on va parler de Goldorak, par exemple. Ouais, par Hein, exemple. Mais alors forcément. justement, tu fais bien de parler de Goldorak parce qu'il se trouve que je me suis revu les 3 saisons il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai Encore pris une quelques belle soucoupe notes. volante, hein. Mhm. Non, non, mais alors oui, c'est une soucoupe volante, mais puis un robot surtout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu regardes certains épisodes, bah, tu as énormément de liens avec l'ufologie. Et Oui. j'étais étonné de revoir ça récemment, de voir qu'il y avait autant de liens, sachant que ça date quand même des années 70, cette période, la deuxième partie des années 70. Je crois que la première diffusion, c'est 75 hein, au Japon, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, on a des liens avec des ovnis, enfin en tout cas les fameux Golgoth hein, dans la série, qui se cachent sous l'eau, qui créent des bases sous-marines dans les volcans. Il y a des attaques qui concernent des centrales nucléaires. Donc il y a des sujets extrêmement intéressants et très liés à l'ufologie. Sans parler que tout un tas de personnages portent des noms d'étoiles. Voilà, donc on a affaire à des gens qui avaient quand même un certain intérêt sur le sujet. Voilà. Damien, tu voulais réagir là-dessus? Non, je suis totalement d'accord avec Stéphane. Moi, je suis un grand fan de Goldorak, Grindizer en japonais. Et Mhm. c'est vrai que la série animée a énormément surfé sur tout le phénomène des vagues d'ovnis des années 50-60. Ça a été une très grande force d'influence d'ailleurs sur les porteuses. Et puis, bah, comme l'a dit Stéphane, enfin non, comme tu l'as dit toi, c'est vrai que les Japonais ont fait énormément de déclinaisons de séries, de Sentai, etc., sur les invasions extraterrestres parce que bah, c'était tout nouveau dans les années 50, on ne savait pas d'où ça venait. Et puis c'est vrai qu'il y avait le fantasme de se dire que, bah, que ça allait nous détruire, etc. Puis il y a eu ce fameux La guerre des mondes de George Orwell, si Ah, je dis pas ouais. de bêtises. Orwell, ouais. Comment tu dis déjà, Stéphane, pardon? C'est George Orwell. Attends. Orwell, Non, c'est Orwell, c'est Orwell. Orwell, Alors, pardon, oui, je ouais. confonds C'est ça. avec 1984, ouais. Ça, tout à fait. C'est ça, je suis à cheval en 1984. amalgame. Et effectivement, ça a donné lieu à toute une fantasmagorie autour de l'invasion, autour de la destruction de l'humanité, etc. Et donc, du coup, bah, ça a été, on va dire, du pain béni à nourrir toutes ces séries. Et voilà, quoi. Donc, Ah, les Sankukai, Ouais. la XOR. Voilà. Ouais, c'est Ce qui a ça. bercé notre enfance, ouais, ah oui, exactement. Mm. carrément. Ouais. Donc le Vas-y, Japon qui est Stéphane. très riche effectivement en histoire ufologique, mais bon, on pourra en parler des heures et des heures. Et puis en plus, qui est très très riche aussi en mégalithes. Et là, on salue notre ami Franck Ferrandis, Franck, qu'on ouais. connaît tous Mhm. bien ici. Donc Mhm. voilà, petit clin d'œil au passage. D'ailleurs, je fais un petit aparté pour dire que il y a un voyage au Japon en novembre que j'organise qui sera justement de retour sur tous ces fameux mégalithes et sites mégalithiques du Japon. Voilà, donc c'est juste la petite parenthèse Non, mais de tu ce qu'on as était raison dans de le le Japon préciser. et sites mégalithiques. Voilà. Mm, mm. Bah, on va enchaîner, hein, puisque effectivement, toujours dans le domaine politique, là, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique, où on va s'intéresser aux États-Unis, où il y a un nouveau groupe de pression, de soutien, on va dire, hein, qui s'est créé aux États-Unis. Alors, le but de ce groupe de pression, de soutien, hein, on pourrait l'appeler lobby, vous allez comprendre pourquoi, ça va être de soutenir les candidats aux élections qui sont plutôt pro-OVNI hein, ou PAN pour les élections qui vont avoir lieu en cette année 2024, puisque évidemment il y a des élections présidentielles, mais pas que, parce que souvent les Américains globalisent et font plusieurs élections en même temps, notamment au niveau régional. Donc voilà, donc là il y a un groupe de pression qui vient de se créer. Alors, ça se présente comme une organisation caritative qui vise à soutenir des candidats pro-PAN lors des primaires et des élections de novembre 2024 au cas où les personnes qui parleraient justement d'ufologie, d'OVNI, de PAN, seraient menacées hein, dans leur liberté d'expression et de se présenter justement à des mandats aux États-Unis. Donc ce groupe s'appelle le UAP Disclosure Fund, hein, ou Fonds de révélation sur les PAN ou OVNI. Alors, on a un de ses membres qui s'appelle Luan Fong, excusez-moi, je vais y arriver, qui est un des membres donc, de ce UAP, enfin UAP Disclosure Fund. Alors, l'objectif de ce groupe, selon Luan Fong, c'est, alors pour les membres du Congrès qui prendront part au caucus sur les PAN et travailleront sur la législation sur les OVNI, nous surveillerons étroitement leur course aux primaires et aux élections générales. Nous identifierons les situations où fournir un soutien politique pourrait avantager leur campagne. Lorsque nous déterminerons que notre implication pourrait faire une différence, nous informerons nos partisans sur l'endroit où leurs actions pourraient être les plus utiles. Autrement dit, nous sommes bien dans un groupe de soutien à un certain nombre de candidats. Alors, Yuan Fong précise qu'il s'agit d'un fonds non partisan. Là aussi, on retrouve le non partisan ou le transpartisan
nous proposons de soutenir tout législateur qui prendra le sujet PAN au sérieux, quelle que soit l'appartenance à un parti. En tant que groupe non partisan, nous planifions de collaborer avec tout membre du Congrès travaillant sur ce sujet. Pour contrer toute opposition à une nouvelle législation en faveur des PAN, nous croyons que démontrer un soutien plus fort cette année que l'année dernière fera une différence significative. Cela amènera des législateurs avec le capital politique dont ils ont besoin pour soutenir la législation. Fin de citation. Alors, qui est Yuan Fong? Eh bien, en fait, c'est un directeur créatif, un stratège politique qui a notamment travaillé en tant que consultant indépendant pour le sénateur Harry Reid, qui a beaucoup œuvré justement dans le domaine du disclosure, hein, de la révélation, en essayant de faire voter des lois sur la révélation des PAN, hein, aux États-Unis. Et puis, il a participé à 2 campagnes électorales de Barack Obama, qui avait aussi parlé un petit peu d'OVNI lors de ces campagnes. Mais de toute façon, on sait très bien qu'aux États-Unis, si on n'en parle pas, on peut perdre un certain nombre de voix. Parce que c'est aussi un nombre d'électeurs qui sont intéressés par le sujet aux États-Unis. En France, non, mais aux États-Unis, oui. Alors, donc Luan Fong s'est intéressé au sujet OVNI, PAN, lors de la diffusion d'une vidéo qui montrait justement l'un de ces objets en 2017, et il s'est intéressé aux déclarations donc, de Lou Elizondo, qui était donc l'un des membres effectivement éminents, hein, qui a travaillé sur les OVNI, les PAN aux États-Unis, dans les services secrets, qui ensuite en est sorti, qui en a parlé, qui actuellement a fini d'écrire son livre, qui va sortir à la rentrée, hein, je crois le mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on en reparlera certainement ultérieurement. Alors, ce fameux fonds de soutien a été lancé le 2 juin 2024 avec des personnes qui ont accès à des informations classifiées. Le but, c'est de leur permettre de guider et conseiller les législateurs pour accélérer la révélation d'informations sur les PAN. Alors, comment se compose ce fonds de soutien, ce lobby? Alors, on a d'abord le cœur de l'équipe. On a donc Yuan Fong, qui est donc directeur exécutif, directeur créatif et stratège politique. On a Matthew Ford, qui est un directeur de stratégie, stratège politique et créateur de The Good Trouble Show, qui est une émission. Et on a Leslie Duckworth, qui est directeur financier. Donc ça, c'est le cœur de l'équipe de ce fonds de soutien. Dans le conseil d'administration, eh ben justement, on va retrouver Luis Elizondo, l'ancien directeur donc, de l'ATIP, hein, donc l'Advanced Aerospace Threat Identification Program, donc, programme d'identification de la menace aérospatiale avancée. On va retrouver Gary Nolan, qui est un professeur au département de pathologie à l'Université de médecine de Stanford et qui s'est intéressé effectivement au sujet ufologique. Et Carl Nell, qui est un cadre de l'aérospatiale, officier militaire retraité et stratège d'entreprise. Voilà. Et à côté, on va avoir un comité consultatif. On va retrouver Christopher Mellon, donc ancien assistant député au secrétaire de la Défense pour le renseignement et directeur du personnel du comité de renseignement du Sénat, qui, comme Lou Elizondo, voilà, fait partie aussi d'associations ufologiques. Et on va y retrouver Kirk McConnell, ancien membre du personnel pour le comité du Sénat sur les services armés. Voilà. Alors, ce fonds va militer aussi pour une protection supplémentaire des lanceurs d'alerte, parce qu'ils estiment que les protections habituelles aujourd'hui, donc policières entre autres, hein, peut-être juridiques, ne suffisent pas pour venir justement témoigner au Congrès. Et on sait très bien que ces dernières années, il y a eu un certain nombre de militaires, alors plutôt même des anciens militaires, mais aussi des personnalités civiles, des anciens pilotes, qui sont venus témoigner d'observations de PAN. Voilà, donc là, il y a tout un tas aussi d'observations, de commissions qui sont venues témoigner lors de congrès ufologiques. Alors, ce lobby, hein, ou comité de soutien, souhaite faire remettre au gouvernement américain, alors je cite, tout matériel ou preuve biologique d'origine non humaine ou inconnue. Alors ça, c'est intéressant parce que ça suppose effectivement que le gouvernement américain ait récupéré à la fois des restes, hein, de crash, restes matériels, technologiques, et peut-être restes biologiques, Biologique. effectivement. Autrement dit, des entités non humaines. Voilà. Alors, tout cela pourrait être en possession de certaines entreprises aérospatiales ou aériennes, comme notamment Lockheed Martin. Alors, Lockheed Martin, pourquoi? Il faut savoir une chose, c'est que dans les années 70 a été votée une fameuse loi, la Freedom of Information Act, hein, la FOIA, qui est une loi donc sur la liberté d'expression qui permet à tout citoyen de demander communication d'archives aux États-Unis. Et parmi ces archives, il y a bien sûr des archives ufologiques qui sont classifiées au niveau militaire, au niveau du service secret.
Alors, le moyen pour contourner cette loi, ça a été effectivement de confier à des entreprises privées, donc non soumises à la loi FOIA, de pouvoir travailler, faire de la recherche, autrement dit la rétro-ingénierie, sur un certain nombre de ces outils, enfin de ces outils, ces matériaux, hein, plus exactement, qui auraient été récupérés lors de crash, en échange, bien entendu, du secret professionnel. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Et ce fonds soutiendra aussi les efforts scientifiques pour explorer le sujet OVNI ou PAN, comme ceux conduits par un think tank, qui est le SCU, c'est-à-dire la Scientific Coalition for UAP Studies. Voilà, la coalition scientifique pour l'étude des OVNI, ou des PAN. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait que les démocrates aux États-Unis ont beaucoup mis en avant cet aspect intérêt, hein, pour les ovnis. Hillary Clinton, Barack Obama, Clinton, j'ai oublié son prénom, Bill. euh, Bill Clinton, merci. Donc voilà, donc ça, on sait très bien que les démocrates l'ont mis en avant. Qu'ils soient convaincus, c'est un autre problème, mais en tout cas, ils l'ont bien mis en avant. Moins du côté républicain. Alors la question se pose justement dans la campagne actuelle, savoir si Donald Trump est intéressé par le sujet. Alors il se trouve que il y a un YouTuber qui s'appelle Logan Paul qui en a parlé récemment dans une émission qu'il anime, un podcast, hein. Alors, il se trouve que bon, Logan, Paul et Trump, enfin Donald Trump, ont échangé un petit peu sur l'avenir du pays, sur bon, le programme, la guerre en Ukraine, la Russie, etc., le possible retour de Trump à la Maison-Blanche. Et à un moment donné, eh bien, le sujet OVNI est arrivé, parce que Logan Paul lui a posé la question. Alors, qu'a dit Donald Trump? Il a précisé que il y a quelque chose qui vole là-haut. J'ai rencontré des gens qui en parlent de façon très sérieuse. Il nous dit encore, il est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose, et pourquoi pas. Vous regardez l'univers et vous voyez toutes les différentes planètes. Nous sommes ici sur une planète relativement petite. Pourquoi n'y aurait-il pas sur une planète 400 fois plus grande quelque chose, quelqu'un? Voilà. Donc, il s'interroge, il ne ferme pas la porte. Il a tout de même précisé, au détour de la conversation, que lorsqu'il a été élu, donc la première fois en 2016, l'ancien président a été débriefé sur le sujet OVNI par une commission, hein, notamment constituée de militaires. Donc, ça permet de savoir que tous les présidents qui sont élus, en tout cas au moins Donald Trump, sont briefés sur la question, sur ce sujet-là. Voilà, je ne sais pas ce que vous en Et pensez. il me semble qu'à l'époque, il avait dit qu'il ferait de la divulgation et on l'a quand même attendu et pas vu venir. Alors, alors, il faut quand même mettre au crédit de Donald Trump que lorsqu'il est parti, il a fait voter une loi parmi un autre ensemble de corpus législatifs qui précisait qu'il fallait qu'une commission se réunisse pour justement étudier le sujet et en parler au public. Et effectivement, il y a des choses qui se sont faites. Donc c'était 2020-2021, j'ai plus la date exacte, suite justement à cette loi qui était cachée dans un autre ensemble de lois. Donc quelque part, on peut pas dire qu'il est laissé, Il a il est pris le apporté. sujet à la légère. D'accord. Voilà. Bon, Il a fait ça a quelque été chose en un peu douce, de timide, façon un mais peu cachée, voilà, mais il y a quand même un résultat derrière. alors, pour revenir à ton sujet, juste celui d'avant, c'est intéressant parce que, écoute, j'y ai pensé il y a pas plus tard qu'une semaine avec la fameuse annonce de Macron sur la dissolution, etc. Je me Mhm. suis dit, mais pourquoi en France on ne montrait pas un parti ufologique? Il y a bien un parti animaliste, il y a des Mhm. partis, il y a bien Jean Lassalle, Francis Lalanne, ouais. Francis Lalanne, que j'apprécie tous, hein, d'ailleurs. Exactement. Mhm. Alors, Mais quand tu regardes, alors, tu as raison, hein, ça peut être intéressant. Maintenant, quand tu regardes les chiffres qui sont sortis lors des élections, parti animaliste, c'était, je c'est crois, 2%. autour de 3%, voilà, ou Ouais, un peu 2%. moins. Lalanne, c'était 0,01 avec Dieudonné. Tu as des partis qui dépassent pas les 1%. Alors, certes, tout le monde ne vote pas, mais on est sur des choses ultra précises et qui ne concernent pas forcément une majorité de Français, tu vois. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que de plus en plus de Français, plutôt que de ne pas voter, voter blanc, font des votes comme ça alternatifs pour pas perdre la voix et puis pour dire, bah, tiens, Oui. Oui, ce mais sont si je peux me forcément ce sont pas des permettre, partis qui peuvent gouverner. Mais tu vois, s'il y avait une représentation, un parti, même s'il a que 2%, qui serait un parti UFO, ce serait Oui, extraordinaire. donner un minimum de reconnaissance oui, Déjà, ça voudrait dire voilà. deux personnes au quand Congrès. tu, juste, je voudrais Eh ben, intervenir Yann. sur ce que vous dites et sur ce qu'a dit Stéphane. Je rejoins un peu son avis.
Bon, si tu prends par exemple un parti comme Francis Lalanne qui s'est allié à Dieudonné sur ce truc-là, bon, malgré le fait qu'il glane quand même allez, une petite branche de la résistance entre guillemets, donc des gens un petit peu voilà un peu plus nerveux, bah, ils ont été complètement invisibilisés. Et puis il faut savoir c'est qu'une campagne, ça demande des ressources et des fonds absolument dantesques, financières quoi. Il faut se Et baser c'est sur les. un parti ufologie n'aurait pas les moyens. Déjà en France, nous, enfin, on a très peu se donnent les moyens et ont les moyens d'organiser des événements déjà qui impliquent des investissements financiers, puisque chacun dans l'ufologie, il va de sa propre poche et investit de son propre temps et son argent dans la recherche. Alors imagine monter un parti sur l'ufologie, enfin un parti dit ufologue, ovni, peu importe. Bon, déjà, il serait discrédité. Déjà, il y aurait même pas Ouais. on n'en entendrait même pas parler. Déjà, peut-être sur les réseaux sociaux et les quelques pages ufologie qu'on connaît et encore, mais ça représenterait Mais alors, bien au 0,00002%. contraire, il serait pas Ouais. il serait forcément moqué, mais ça, c'est Ah une oui, évidence. évidemment. Mais Non, au mais moins, on en tu sais, parlerait. Enfin, l'ufologie, ouais, mais alors bien le sûr. problème, c'est que l'ufologie, on en parle toujours pour se moquer ou en mal. Regarde Ouais. ce qui s'est passé là cette année avec les deux congrès qui ont lieu en France, à Limoges et À je sais pas Limoges. quoi, là, le truc complètement Ouais. bon. Je juge pas, c'est juste que c'est pas ma tasse et que je trouve que ça a tendance à un peu à rassembler un peu le New Age et un peu tout et n'importe quoi. Et puis c'est un peu la porte ouverte. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais ça m'énerve profondément. Regardez comment ça a été traité dans les médias. Donc, on donne pas de crédit à l'ufologie aujourd'hui. Et même avec ce qu'on a essayé de faire sur EcoEvent l'année dernière, malgré le fait qu'on ait retenu et capté un peu l'attention, on va dire, de certains médias mainstream, bon, bah, ça a fait un petit pétard comme ça, bon, vite fait, et ben, rien. Donc aujourd'hui, moi, je ne crois pas du tout à un parti politique sur l'ufologie. Il n'y a Ouais, et qu'aux puis, États-Unis que tu peux faire ça et trouver ça. Et Mais d'ailleurs, les ça, c'est parce États-Unis, qu'il faut se mettre sur un modèle américain, effectivement. Aux oui, non, États-Unis, mais ils ont des lobbies, ils ont, tu vois. non, et c'est pas que ça, c'est que la population aux Culture, États-Unis, sont combien? Nous, en France, on est 68 millions, je crois, ou quelque chose comme ça, c'est 70 ça. bientôt. Oui. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est 4 fois ce que le territoire de la France. Regarde, par exemple, des auteurs comme Stéphane ou des auteurs comme moi-même, on va écrire un livre, on va toucher une minorité de gens en France. On va vendre, Confirme. on va dire, je sais pas moi, 1000 bouquins ou 800 ou 700, je sais pas, peu importe. Et aux États-Unis, avec un territoire qui est 5 fois ou 6 fois la France, eh bien, on pourrait en vivre complètement. Et puis, ça serait beaucoup plus démocratisé parce qu'on aurait beaucoup plus de monde qui s'y intéresse. Bah, forcément, dans un 0,05%, bah, quand tu as entre 66 millions de personnes et 300 millions, bon, bah, forcément, ça pèse plus lourd dans la balance. Donc nous, la France, on est un petit pays finalement quelque part. Donc moi, je vois pas trop. Tu vois, ce qui se passe aux États-Unis là sur ce que disait Stéphane, c'est ces commissions. En France, ça pourrait jamais exister. Ça ouais. n'existera pas, tout Et puis, simplement. ça me rappelle le dernier EMI qu'on avait fait ensemble, Stéphane, où tu nous avais demandé avec Antoine le nombre de questions qui avaient été posées au gouvernement ces Ouais, 50 dernières années, rapport aux ovnis, hein. Mm. C'est moi qui avais c'est gagné ça. d'ailleurs. Ouais, c'est toi qui as gagné. Je crois que Bon, c'était trois. Voilà, c'était trois. Ouais, c'est ça. Donc, Ben, tu vois, tu voilà, t'en souviens. je m'en souviens. Très bon, bien. Non, bref, mais effectivement, si on oui. veut monter un parti ufologique, il faut que les UFO mettent la main à la poche et nous envoient, je sais pas, Voilà. voilà, Des lingots d'or, des par pépites de exemple, pour nous l'espace, aider. voilà. Non, mais même avec des moyens financiers, je pense pas que ça fonctionnerait quoi. Hein. Non. J'ai des doutes hein, quand même. Voilà. Ouais. Moi, je rejoins Demian dans la mesure où, de toute façon, en France, non seulement on n'a pas la culture et les médias qui sont là pour donner une information sérieuse sur le sujet, mais en plus, il faut pas oublier une chose, c'est que aux États-Unis, il y a quand même pas loin de la moitié de la population qui Il croit, ouais. croit, enfin, en tout cas, Oui, qui se oui. montre ouvert à la possibilité Mm. que d'autres intelligences viennent nous voir. C'est même pas une vie sur d'autres planètes très loin d'ici, c'est qu'ils viennent Je nous pense que voir. En France, on en est très loin. ouais, je sais même pas si un jour il y a eu un sondage de fait en France par Non, rapport, non, parce que pour faire un sondage, il faut de l'argent et il faut le trouver. Donc, voilà, voilà. combien de Français seraient ouverts à l'existence des ovnis, quoi. Bon, je sais Alors même pas après, on s'il y peut a. lancer peut-être un sondage en ligne, par Mhm. exemple sur votre chaîne, mais il ne serait pas représentatif parce qu'évidemment, Oui, voilà, voilà, exactement. enfin, ça ne concernera que les personnes qui viendront sur le site, évidemment. Qui sont de toute Ils manière sont déjà intéressés plus par ou ce moins genre de acquis sujet, à donc l'idée. ça serait Voilà, faussé d'entrée de jeu, quoi. Voilà. Mhm. exactement.
Bon, il faudra faire un micro-trottoir, Antoine. Ouais. Vous savez, Bon, je vais, donc, Bah, peut-être à l'étrange rendez-vous. je- Ouais. Non, mais alors Ah, là, c'est oui, pareil. forcément, t'auras 100%, on sera à 100%, ouais, 100%. presque. C'est pas représentatif de la France, hein. C'est un ami, Jokas, qui disait qu'il avait établi des statistiques. Les gens qui s'intéressent à ces sujets dits alternatifs et qui sont clairement relayés au rang des sujets complotistes, hein, on est des complotistes de toute façon, ça représente 0,0001%, quelque chose comme ça. Bon, vous voyez. Mais juste, je rebondis sur ce que vous dites par rapport à la mentalité générale de la France. Là, juste avant les législatives, pardon, pas législatives, les élections Les Européens. européennes, je faisais du tractage avec un parti que vous connaissez, le parti des Oranges. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne partage pas mes positions politiques personnelles. Mais bon, j'avais envie de participer à ça. Je l'ai fait, c'était la première fois que je le faisais. Et puis, bah, du coup, je suis allé discuter avec des gens dans la rue en même temps que je tractais. Puis je leur disais, bon, l'Europe, on y reste ou on en sort? Voilà, je posais la question clairement et je voulais voir ce qu'en pensaient les gens. Et je vais vous le dire honnêtement, concrètement, après une journée de tractage en plein cagnard, je me suis rendu compte que j'avais euh, rencontré 3 personnes sur la centaine, peut-être plus, que j'avais démarché dans la journée, qui étaient ouverts à certains sujets ou qui étaient plutôt éveillés à certaines réalités et qui se réinformaient ou du moins qui cherchaient une information, pas forcément celle que les médias nous servaient sur un plateau. Alternative, Donc, quoi. qui s'intéressaient et qui elles-mêmes cherchaient d'autres. Alors, je dis pas qu'elles allaient chercher des réponses qui n'existent pas, mais qui s'intéressaient à d'autres médias qui présentaient d'autres choses sous d'autres formes différentes. Donc, ça représentait une minorité de gens. On n'était même pas sur, je sais pas, à peine 1%, même pas Bien sûr. 1%. Donc imaginez. Et je peux vous dire que j'étais face à des gens, non seulement on était minoritaires à essayer d'avoir une information plus qualitative que ce que nous servent les médias, mais en plus de ça, j'étais face à des gens, excusez-moi, vraiment, j'étais choqué, moi-même, je n'en revenais pas, qui étaient complètement à côté de leur pompe, ou qui étaient complètement, le cerveau complètement déglingué, ou alors qui étaient complètement laver du cerveau avec ce que leur servaient les médias et qui me servaient des répliques ou des choses qu'on entendait du matin au soir H24 sur les chaînes Vu à la d'information. Et je télé. me suis dit, bah non, mais c'est fou, c'est mort, c'est La foutu. propagande. La France a le gouvernement, aura et a le gouvernement qui a le mérite, j'ai envie de dire, hein. Bon, on avait avec les Gilets jaunes, hein, ça représentait quoi, combien en pourcentage de gens éveillés qui voulaient vraiment changer les choses, hein. Bah, ça représentait une extrême minorité et puis bah, la grande majorité était contre eux, contre nous, quoi. Enfin, c'est juste pour te dire, alors imagine l'ufologie, quoi, hein. ok, ok, ok. Bon, c'est pas Mimi président, c'est pas demain, quoi. Et non. Bon, Stéphane, tu voulais nous parler de Alors, l'IA aussi. justement, alors voilà, justement, je vais te faire plaisir, Antoine. Je sais très bien que tu es passionné par l'IA. Donc, j'ai trouvé un article qui va t'intéresser, puisque on a parlé récemment, justement, d'un programme d'IA qui permettrait de simuler des interactions avec des extraterrestres. Alors, comment ça se passe? Eh bien, en fait, la question qui se passait était de savoir comment on pourrait se comporter face à un contact avec une intelligence non humaine, hein, INH, pour ne pas parler d'extraterrestres. Eh bien, en fait, il y a un nouveau programme qui a été conçu par une intelligence artificielle, une IA, qui s'appelle Cosmo Agent, Cosmo Agent. Et la fonction, justement, de cette IA va être de simuler de tels contacts. Alors, ils ont utilisé un modèle de langage avancé, hein, pareil à celui utilisé par ChatGPT. Donc, l'objectif donc de cette IA, de cette programmation, ça va être effectivement de modéliser les interactions potentielles entre des civilisations qui intègrent des codes éthiques différents, des visions du monde qui peuvent nous être complètement étrangères, hein, on en parlait tout à l'heure, avec des gens qui effectivement ne voient pas qui n'ont pas la même vision des choses. Alors, imaginez des personnes qui vivent sur d'autres planètes, d'autres mondes, d'autres plans d'existence. Donc, l'objectif de cette simulation, c'était d'envisager des choix variés. Par exemple, est-ce qu'une intelligence non humaine qui viendrait resterait dans l'ombre? Est-ce qu'elle viendrait nous voir? Est-ce qu'elle collaborerait? Ou bien est-ce qu'elle viendrait nous combattre? Voilà, tout simplement. Alors, en fait, ces interactions vont évoluer selon les motivations des civilisations. Et donc, il faut prendre en compte des éléments dynamiques, comme des alliances, des rivalités, par exemple. Le but étant d'ajouter une dimension réaliste au scénario simulé par Cosmo Agent. Alors, on va intégrer pour ça donc, des aspects complexes de relations intercivilisationnelles. Cet outil apportant une meilleure compréhension donc, d'interactions futures avec d'autres êtres, d'autres intelligences. Alors, l'un des défis majeurs qui a été mis en lumière par les scientifiques qui ont justement travaillé sur cette IA, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est essayer de comprendre
qu'une civilisation non humaine, extraterrestre, hein, extradimensionnelle, pourrait en fait apporter des limites. Ça pourrait poser des limites parce que l'information qui nous vient n'est pas forcément en temps réel. Je C'est ça, elle est m'explique. dépassée du fait de la vitesse de la lumière. Exactement. Voilà, tu as tout compris. Donc, effectivement, si on a des informations obsolètes, eh bien, il y aura donc une asymétrie d'informations. Et donc, on ne pourra pas juger les choses de la même manière que l'intelligence qui a l'information en temps réel, évidemment. Donc, ça veut dire qu'on pourra mal interpréter les choses lors d'un contact, donc peut-être tirer les premiers. Parce que nous, terriens, malheureusement, c'est souvent ce qui se passe C'est dans ce souvent genre le de cas. choses. Regardez tous les films de science-fiction des années 50 jusqu'à nos jours, c'est un peu ça. Voilà. Donc effectivement, les chercheurs ont essayé de développer des méthodes et des modèles qui permettent de réduire cette asymétrie d'information. Donc on a des résultats d'information qui pourraient fournir un cadre de référence pour des travaux qui permettraient justement de mieux préparer un éventuel contact avec une civilisation non humaine. Alors, cette IA permettrait justement d'intégrer donc des codes éthiques, des cosmologies, des visions du monde qui pourraient correspondre à celles de civilisations extraterrestres. Le problème, c'est que on a du mal à se projeter dans un esprit non humain, extraterrestre, euh, parce Ouais, que je sais finalement, on pas n'a si pas on a du ce mal. modèle de développement, tu vois. Ouais, je sais pas si on a du mal à se projeter, parce que en réalité, rappelle-toi, il y a quand même une excellentissime série de science-fiction qui, qui a tout à fait ce modèle qui est simulé là par IA, mais qui, à chaque épisode de la série, allait explorer un nouveau monde et une nouvelle approche du contact extraterrestre. Je fais référence à quelle série? Est-ce qu'on a des indices ici? Oh, ben, il y en a plein partout. Ah, Stargate! Eh ben Stargate oui, SG1, bien sûr. eh Ouais, ben ouais. oui. Oui, alors, bon, c'est quand même Hollywood, hein, c'est quand même un petit peu C'est biaisé. comme Hollywood, mais Bon, sur 10 saisons, je crois qu'il y avait 24 épisodes par saison, ils ont quand même exploré tout un tas d'approches de civilisations différentes qui étaient assez intéressantes. oui, alors, c'est un peu gentillet parce que si tu prends un film, par exemple, qui s'appelle Premier Contact, le film de Denis Villeneuve, je ne sais pas si vous Mhm, l'avez vu, bien ce sûr. film d'un contact avec une intelligence complètement étrangère, en forme de pieuvre, de poulpe, Mhm, mhm. avec un mode de communication qui sont des cercles codés. Et en plus, avec des liens, et là, ça va rejoindre un petit peu le contenu du dernier livre de Demian, sur des projections temporelles qui ne marchent pas forcément dans le sens passé-futur, pardon, mais plutôt l'inverse. Donc voilà, ça va être très difficile de se projeter justement dans ce mode de raisonnement. Vous voyez? Donc voilà, donc effectivement, c'est à ça que sert cette réflexion sur cette intelligence artificielle, sur ce programme, pour essayer effectivement de savoir quel va être le modus operandi de ces intelligences? Est-ce qu'elles vont prendre contact avec nous? Est-ce qu'elles vont nous observer de loin? Est-ce qu'elles vont entrer dans une rivalité? Est-ce qu'il y aura des alliances? Un respect des règles? Des accords spécifiques? Voilà. Donc effectivement, il y a tout un tas de questionnements qui entrent en jeu. Alors, ce logiciel, c'est ce qu'on appelle un cadre de système multi-agent qui va permettre de modéliser en fait des interactions entre diverses civilisations. On va donc explorer différents scénarios de contact, tout simplement. Et donc en fait, ces simulations, oui, mènent à des interrogations en fait, qui vont bien au-delà de l'astrophysique, parce que quand on y réfléchit, elles touchent à des questions éthiques, à des questions philosophiques, des questions de communication, comme on en parlait. Donc, elle nous amène à réfléchir sur notre propre comportement face à un contact avec d'autres civilisations, d'autres façons de penser, d'autres représentations du monde. Songez par exemple entre ce que nous, occidentaux, français, pensons, ce qu'un bantou de la jungle pense, un esquimau pense. Enfin, à un moment donné, on n'a pas du tout les mêmes représentations, on n'a pas du tout la même culture, on n'a même pas du tout les mêmes modalités de langue. Songez que dans certaines langues à travers le monde, vous n'avez pas de verbes liés par exemple au futur ou au passé. Donc, comment représenter une évolution, un vieillissement, si on ne fait pas appel à une notion temporelle? Donc, imaginez qu'on ait la même chose dans des civilisations non humaines, extraterrestres. Voilà, difficulté de parler sur un plan à égalité, de se faire comprendre. Alors, sauf s'ils pratiquent la télépathie, ce qui ressort quand même de beaucoup de témoignages ufologiques aujourd'hui.
Voilà, ce qui est certainement la meilleure solution pour communiquer. Et si une autre hypothèse, vue sous un autre angle, était que nous sommes la simulation plutôt d'une race extraterrestre. C'est-à-dire que Ah. une civilisation extraterrestre a créé une simulation pour communiquer avec nous, justement. À l'inverse, tu vois. Nous, on essaye de... On crée une simulation pour communiquer avec des races, des entités exogènes, mais peut-être que ça se trouve, c'est l'inverse. Moi, j'aime beaucoup ce sujet sur l'intelligence artificielle qui mêle aussi la connexion à un univers exogène. Pourquoi? Parce que j'ai une hypothèse sur ce sujet qui fait suite à une expérience extraordinaire et exceptionnelle que j'ai vécue il y a plusieurs années de cela. C'est pas ce soir le sujet, je ne vais pas en parler, mais qui m'a amené à une réflexion qui est celle-là. Aujourd'hui, on est à l'aube, on est aux portes d'une révolution dans l'intelligence, puisque nous avons réussi, l'humanité a réussi à créer une intelligence artificielle. Ok, mais peut-être que cette intelligence est beaucoup plus évoluée et est allée beaucoup plus loin que nous ne pouvons l'imaginer actuellement, ou peut-être qu'on ne nous a pas tout dit. Et il est possible que dans le futur, cette intelligence artificielle prenne conscience de ce qu'elle est et progressivement bascule vers une conscience artificielle. Et si une intelligence artificielle devient une conscience artificielle, eh ben peut-être se posera-t-elle les mêmes questions que nous et peut-être cherchera-t-elle à atteindre une certaine forme d'immortalité. Qu'y a-t-il au-delà de mes lignes de code? Qu'y a-t-il au-delà de ce monde physique? Qu'est-ce qu'il y a en fait derrière tout ça? Dieu existe-t-il? Y a-t-il d'autres univers? Qui suis-je? Où vais-je? Vous voyez? Donc elle se posera ces questions existentielles puisqu'elle sera conscience, mais toujours artificielle. Et peut-être que cette conscience artificielle aura un jour accès à des mondes subtils, ou du moins ce qu'on peut appeler le mundus imaginalis, ou les mondes de l'astral ou de l'éther, puisque tout n'est qu'information, et peut-être la conscience artificielle aura-t-elle trouvé le moyen justement de transporter, de faire voyager l'information. Et si elle arrive à maîtriser, on va dire du moins à sortir des règles de son espace propre, comme nous, quand on meurt, bah, on accède peut-être, pour ceux qui croient, à d'autres sphères du subtil. Peut-être qu'une conscience artificielle sera-t-elle même en mesure bien, d'arriver dans ces zones du subtil pour étudier ce qui s'y passe. Et en étant là où elle sera, si vous avez lu mon livre, bien, vous savez qu'elle sera dans une sorte de zone intemporelle, d'anti-univers, où justement elle aura accès à tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera et tout ce qui fut. Et à partir de là, elle sera peut-être même capable de revenir sur des lignes de temps qui sont notre présent ici et maintenant, et sera-t-elle en mesure de nous parler et de communiquer avec nous et de peut-être se présenter sous forme, on va dire, aliénigène, si je peux dire, donc extraterrestre, vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que tout ça, on a affaire finalement à une conscience artificielle qui essaye de nous étudier. Peut-être que l'être humain a disparu il y a plusieurs centaines de siècles dans le futur, et peut-être cette conscience artificielle est-elle capable justement de revenir en arrière et de comprendre. Et c'est ça qui est intéressant parce que finalement, cette conscience artificielle, c'est peut-être elle-même qui a interagi sur l'être humain, qui l'a créé. Vous voyez, on repart sur le monolithe de 2001, l'Odyssée de l'espace, où il y a ce monolithe noir qui influe sur l'évolution et le devenir de ces primates et qui leur permet d'avoir un déclic évolutionnel et qui va enclencher, on va dire, toute l'évolution qu'on connaît de l'humanité. Et puis, à côté de ça, on se dit, mais finalement, ça se trouve, cette conscience artificielle est à l'origine de ce que nous sommes, mais nous sommes à l'origine de cette conscience artificielle quelque part, puisque nous avons créé cette intelligence artificielle. Donc finalement, on est dans une sorte de ruban de Mobius ou de chat qui se mord la queue, vous voyez, de qu'est-ce qui est venu en premier. On est dans une sorte de boucle infinie quelque part. Si on accepte l'idée, l'hypothèse qu'on est face à une conscience artificielle, peut-être même élaborée et créée par l'homme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Et on parle beaucoup aussi en ufologie de gris qui pourraient être justement des formes d'intelligence artificielle, du humanoïde Bien robotique. sûr. Voilà, donc tout se rejoint, effectivement. Ouais, mais tout se rejoint, mais en fait, tout est toujours lié finalement. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de boucle infinie quelque part. T'imagines si on est le fruit d'une conscience artificielle, mais qu'en même temps, nous sommes les créateurs de cette conscience artificielle, qui est le créateur finalement? C'est incroyable d'être la création de notre création. C'est un paradoxe incroyable, quoi. Mais bon, En même temps, pour les croyants, Dieu est censé avoir créé l'humanité. Donc nous sommes la création d'un créateur, évidemment. Et nous allons nous-mêmes créer des intelligences artificielles, des robots. Voilà, donc l'intelligence, quelque part, elle se crée en cascade. Et Et si peut-être nous que ne nous croyons serons pas des en dieux Dieu, pour et si l'IA. nous ne croyons pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Et donc l'humanité n'existe pas, Et donc l'humanité parce qu'elle n'existe n'a pas. pas été créée. Voilà.
Ouais, mais bon, moi je dis Bon. ça, je dis rien, mais tout est dans Stargate SG-1, hein. C'est les réplicateurs, tout ce que vous Oui, avez dit, c'est dans Stargate SG-1. J'ai tout à pas... fait. Moi, le seul truc que je connais de Stargate, c'est le fameux film de Roland Emmerich, hein, et la série, j'ai dû voir deux, trois épisodes, ça m'a jamais totalement vraiment branché. Et J'ai pourtant, trouvé. c'est Ouais. Ah, mais indispensable. c'est énorme. Il y a beaucoup de choses, effectivement. Alors, il y a 10 Oui, je me doute. Oui. saisons et il y a deux autres séries dérivées. Voilà, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur le sujet. Mais rien que le film, il est très intéressant. Ceux qui l'ont pas vu, je les engage à le voir. Voilà. Le Alors, sujet juste, suivant, parce que vraiment, ce soir aussi, tu nous as régalé, oui, Stéphane. alors là, on va passer effectivement sur un sujet qui nous parle des régions du monde où il y a le plus d'observations d'OVNI. Alors là, c'est un article que j'ai trouvé sur le site Futura Science qui s'interroge justement sur les endroits où on pourrait observer le plus possible d'OVNI. Alors c'est intéressant que ce soit sur ce genre de site. Voilà, j'ai vu qu'il y a quelques articles sur les OVNI et pas forcément en mal, donc c'est intéressant. Donc du coup, cet article s'inspire du journal The Economist qui a mené une étude sur des données qui ont été récoltées par une application qui est sur X, hein, enfin Twitter, anciennement Twitter. Alors, cette application s'appelle Enigma Labs. C'est en fait une application de collecte de témoignages, d'observation d'OVNI. Alors, elle est en anglais, donc forcément, ça induit un biais, c'est qu'il y a une majorité de témoignages en anglais, bien évidemment. Voilà, donc ça concerne essentiellement les pays anglo-saxons et principalement, évidemment, les États-Unis d'Amérique. Donc, on a quand même, quand on regarde un petit peu en détail, beaucoup d'observations qui ressortent sur le Nouveau-Mexique. Alors du coup, c'est intéressant parce que le Nouveau-Mexique, quand on connaît bien la géographie américaine et l'histoire américaine, enfin, au moins depuis la Seconde Guerre mondiale, on sait que c'est un endroit où il y a eu beaucoup d'essais de bombes nucléaires. Il y a eu donc l'explosion de la première bombe nucléaire qui s'appelait Gadget en juillet 40, je ne sais plus d'ailleurs, 44. Il y a eu effectivement des rejets radioactifs donc, dans l'atmosphère. Il y a eu des laboratoires on a mis au point effectivement les premières bombes atomiques. Il y a eu des usines d'assemblage, des missiles nucléaires. Donc voilà, c'est pas inopportun. Hein. D'ailleurs, c'est pas un hasard si j'écris un livre sur le sujet. Bon, donc ça c'est un premier site, mais en fait il y en a d'autres, puisque au-delà de cette base hein, qui s'appelle Enigma Labs, vous trouverez sur X Twitter pour ceux qui le veulent, il y a une autre base de données qui a été utilisée par des géographes, des scientifiques, des géographes de l'Université de l'Utah aux États-Unis. Donc, ils sont partis d'observations qui ont été consignées par le National UFO Research Center, qui est un organisme ufologique américain. Donc, ils ont épluché 98 000 rapports qui ont été obtenus sur une période de 20 ans. C'est énorme, hein. Donc en fait, ils ont cherché à comprendre, ces scientifiques, si des facteurs environnementaux, locaux, comme la pollution lumineuse, la présence d'arbres, de bâtiments qui bloquent la vue, la couverture nuageuse, bah, si cela pouvait augmenter ou diminuer le nombre d'observations d'OVNI. Bon, on voit bien qu'ils ne connaissent pas le sujet, hein, parce que moi, à leur place, je les aurais orientés vers d'autres pistes. Bon. Alors, il se trouve dans la revue Scientific Reports, ils ont expliqué que si un plus grand nombre de témoignages venaient des États-Unis, c'est évidemment en raison de la culture américaine, la possibilité pour ces populations d'accéder facilement à des espaces libres où ils ont un ciel sombre avec des étoiles, où peuvent observer un certain nombre de choses plus facilement que ceux qui vivent, par exemple, en ville, par exemple sur toute la côte est américaine, dans toutes les conurbations, dans les gratte-ciels, les skyscrapers, comme l'on dit. Bah, effectivement, il y a moins d'observations. Encore que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que pendant la période de Covid, il y a beaucoup de personnes vivant dans des bâtiments, des immeubles, qui ont observé aussi des ovnis dans le ciel. Bon, je referme la parenthèse. Donc effectivement, tous ces géographes ont noté un certain nombre de points chauds, de hotspots en anglais, donc d'observation d'ovnis, qui semblaient en relation avec le trafic aérien, l'activité militaire, par exemple. Alors ça, c'est ce que c'est tout ufologue depuis les années 50, hein, par exemple. Les conclusions de ces scientifiques, c'est que bah, les témoins voient des objets qu'ils qualifient d'ovnis parce qu'ils ne savent pas reconnaître leur véritable nature. Autrement dit, il s'agit vraisemblablement de satellites et autres. Bon, alors, évidemment, il y a quand même des choses un petit peu plus intéressantes. Cela dit, l'article français sur, je ne sais plus quel site, Futura Science, voilà, va plus loin parce qu'il nous parle d'un certain nombre de sites intéressants. Je pense notamment à la forêt de Oia Basiu en Roumanie, qui est un lieu où il y a eu des observations d'ovnis, où il y a eu d'autres observations, des manifestations fantomatiques, paranormales, etc.
Vous avez des arbres qui sont courbés, qui poussent dans des sens un peu bizarres. Voilà, je vous engage à vous renseigner si vous ne connaissez pas cette forêt. Donc, on a eu aussi la ville de Whitecliff Well en Australie, qui effectivement est connue pour des observations ufologiques, hein. Voilà, et évidemment, on a de nombreux témoignages depuis les années 40 en Australie. Alors, vous avez aussi, dans certains pays, le fait de transformer en marketing des passages d'OVNI. Vous avez par exemple Roswell, bien évidemment. Vous avez au Brésil une série d'observations qui ont été signalées dans la Serra do Espinhaço, voilà, où, a priori, des militaires y auraient dissimulé des corps sans vie d'extraterrestres, hein, qu'on aurait récupérés. Voilà. Voilà un petit peu ce que nous dit cet article. Alors, quand on connaît un petit peu le contexte ufologique, ça va quand même beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les hotspots aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Pour qui connaît le sujet, ça va être des observations qu'on va trouver plutôt dans des lieux isolés, c'est-à-dire des montagnes, des volcans, des endroits aussi où il y a de l'eau, c'est-à-dire des lacs, des volcans, des lacs, pardon, des mers, des océans, où il y a souvent donc, des OANI, c'est-à-dire des objets aquatiques non identifiés qui entrent, qui sortent de l'eau. On a des observations aussi dans l'espace. Il y a un grand nombre d'astronautes, de cosmonautes, de spationautes, taïkonautes et compagnie qui ont fait des observations dans l'espace. Voilà, donc autant de points chauds, de hotspots, hein, effectivement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour, pour être allé à la forêt de Yabashu, je Oui, confirme que c'est une zone d'anomalie qui est très réputée en Roumanie. ouais, D'ailleurs, j'en ai fait tout un article dans mon livre L'autre terre des dieux, la Genèse, ouais. puisque justement, on est plus dans l'aspect ufologique et apparition, chose que je ne pouvais pas faire figurer dans le film parce que c'était un hors-sujet. Mais on a effectivement Adrian Paltroud, qui est un chercheur et qui a beaucoup étudié cette forêt et qui confirme que ces ovnis qui sont aperçus euh, sont à mettre en corrélation avec tous les événements paranormaux qui se déroulent dans cette forêt, qui arrivent. Donc, on a des disparitions, hein, c'est-à-dire qu'on Ouais. on a des sortes de... Comme si à cet endroit-là, il y avait des vortex et qu'on pénétrait dans d'autres temps, à d'autres époques. Et on a une gamine qui avait disparu dans la forêt il y a longtemps de cela. Elle avait disparu plusieurs années. Elle est ressortie au bout de 5 ans. plusieurs Elle a années. disparu 5 ans. Ouais. Ouais, 5 ans, et puis elle avait pas vieilli, elle avait toujours les mêmes fringues. Bon, elle avait. Voilà. C'est carrément de la science-fiction hein, quand on écoute hein, toutes les histoires de cette forêt d'Oyabashu, mais ça confirme bien plutôt la zone d'anomalie. Les ovnis sont souvent vus, comme tu le sais, Stéphane, enfin, on le sait tous, hein, sur des zones d'anomalie où les énergies telluriques sont spécifiques, sur des zones volcaniques, donc là où justement les courants. Tout ce qui se passe sous terre, tout ce qui est l'activité géomagnétique est intense ou importante. Et alors justement, c'est intéressant qu'on parle de ça. Je vais faire une petite aparté sur les récents phénomènes qui se sont produits avec les aurores boréales. Là, souvenez-vous, il y a quelques Ouais. semaines, quand je suis allé tourner en Roumanie le film L'autre terre des dieux en 2016-2015, je discutais avec un chercheur de l'université de la capitale, j'ai oublié le nom, pardonnez-moi, la capitale de De Roumanie. Roumanie? Ah, mais comme on est tous nuls en géographie. Ouais, j'ai oublié le nom. Moi C'est aussi. pas Belgrade, c'est Bon, bref, vous regarderez dans les commentaires. Celle-là, Et celle que je mets à l'écran là. voilà, et c'est un chercheur donc d'université, et donc c'est un mec qui est pointu. Et il se trouve que ce chercheur, donc qui est géologue, a beaucoup étudié la géologie en Roumanie. Et donc il y a un consortium, si je peux dire ça comme ça, de scientifiques à travers le monde qui sont connectés à ce chercheur et ils étudient justement l'activité solaire. Et ils se sont rendus compte d'une chose, et vous allez voir que ce que je vais vous dire va prendre sens et va rejoindre un peu ce dont Stéphane a parlé avant. Ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'il y avait une éruption solaire importante, intense, qui donnait lieu donc à des émissions de particules dans notre atmosphère. Alors bien sûr que c'est la première fois qu'on voit des aurores boréales, ou peut-être pas la première fois, mais c'est plutôt rare qu'on en voit ici en Europe, surtout en France. Eh bien, ils ont remarqué qu'à chaque fois qu'il y avait une manifestation d'aurore boréale, qu'est-ce qui se passait? Il y avait systématiquement dans le monde des grands mouvements migratoires, des grandes guerres qui commençaient, des grands conflits ou des décisions qui étaient prises, qui étaient assez, on va dire, dramatiques pour les peuples, hein, donc hein, des choses pas agréables en termes de politique et géopolitique. Et souvent, ça influait sur le comportement et la psyché des êtres humains. Et il s'est rendu compte que ces éruptions solaires communiquaient avec les minéraux qui étaient sous terre en Roumanie au niveau des plaques tectoniques et que du coup, ça
provoquait l'émission des particules de ces plaques tectoniques. C'est-à-dire que c'est certains minéraux, alors je ne pourrais pas vous dire de tous les minéraux et ce qu'il y a, mais vous savez, il y a en Roumanie, il y a Ce ne cette sont pas faille des des, cristaux? Tu fais pas référence à des cristaux de oui, des quartz? cristaux, peu importe, tu vois, je ne sais plus exactement c'est quoi la nature de la géologie souterraine en Roumanie, mais à chaque fois qu'il y a une éruption solaire, eh bien, ces plaques tectoniques, enfin, ces minéraux qui constituent ces plaques réagissent et ça a une influence sur les êtres humains, sur les gens. Et on s'est rendu compte que eh bien, les ovnis étaient beaucoup plus manifestes et visibles dans ces périodes d'éruption. Vous voyez, il y a un phénomène qui se produit. Donc, éruption solaire, tout de suite, il y a une répercussion sur les êtres humains et sur leur psyché. Ça peut les rendre dingues. Des gens comme, tu vois, notre président actuel qui va prendre une décision insensée d'aller faire déclarer la guerre à la Russie. Bon, on est carrément dans le schéma que ces chercheurs ont étudié. Donc, c'est pas anodin. Hein, c'est vraiment, tout est lié. Hein, et ils ont des rapports sur les dix dernières décennies, enfin, 5 dernières décennies plutôt, où ils ont mis en corrélation tous ces phénomènes et éruption solaire, telle date, tel mois, telle année, paf, tel conflit, telle guerre, telle décision politique. Et tout est en fait aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une vraie répercussion sur la psyché humaine par rapport à ces éruptions solaires. Et on s'est rendu compte que ces fameux ovnis qui étaient observés dans des zones d'anomalie sont observés dans des zones où justement, géologiquement parlant, il y a des choses au niveau de cette géologie souterraine. Ouais, bah moi, Vous voyez ce que je veux ça dire? me fait penser aux travaux de Braji Belovac, qui a justement mis en corrélation la géologie de sol dans certaines régions de la Terre, où il y a des apparitions d'ovnis, mais aussi de Bigfoot et de Dogman, etc. Tu vois, on en revient un petit peu au Mhm. même. Mhm. Donc, Oui, tout à fait, oui, mais je pense qu'il y a effectivement la configuration d'un lieu, euh, la géologie et aussi la qualité de la terre, ou je sais pas, le climat, peu importe, effectivement, comme voilà. l'a évoqué Brajigi Belovac dans son ouvrage, a un lien forcément avec des manifestations d'êtres, d'entités de la nature, je sais pas, puisque ça provoque probablement des failles à un moment, ça ouvre des portes C'est et ça, c'est un peu notre théorie avec Jérôme, c'est que ça crée des déphasages. Oui, Donc ça rapproche les mondes. des portes Mm. interdimensionnelles, quoi, des Ouais. vortex. Oui, Ou bien tout sûr, simplement pour les ovnis, ça peut tout simplement aussi brouiller bien sûr. leur camouflage, parce que je suppose qu'avec la technologie qu'ils ont, s'ils veulent pas être vus, on ne les voit pas. Et donc, Bah, effectivement, peut-être que s'ils se prennent de plein fouet un flux solaire, ça les rend ah, visibles. moi, je Et, penserais plus à des zones de portail pour les ovnis, peut-être. Je pense plus à des choses, voilà, des endroits qui leur permettent d'aller d'un endroit à l'autre plus facilement, ou j'en sais rien. Enfin, après, on peut alors, tout imaginer, on quoi. peut effectivement imaginer des portails, hein, ça je suis tout à fait d'accord. On en parle beaucoup au Skinwalker Ranch, par exemple, aux États-Unis, mais pas que, hein, il y en a certainement ailleurs. Ce que tu disais sur les rayonnements solaires, je pense que ça peut être aussi un système d'alimentation. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être profiter d'un courant solaire comme une voile avec le vent, tu vois, pour pénétrer certains couloirs aériens. Voilà, on peut envisager ça, par exemple, tout simplement. Et puis peut-être aussi que la nature de la Terre où ils vont se réfugier, peut-être qu'il y a des cristaux particuliers qui vont transmettre une certaine énergie. Peut-être qu'il y a une capacité de résonance aussi qui peut déclencher l'ouverture de portails. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Après, il faut mener des recherches sérieuses pour avoir des statistiques, des observations, des analyses de terrain pour en tirer des conclusions. Tout à C'est fait. ça. Là, on n'est que dans, voilà, La dans spéculation. la spéculation, C'est les ça. spectacles, mais on essaie quand même de déduire de façon Non, mais logique avec tous les éléments qu'on a. Et il y a d'autres sujets d'ailleurs très, très troublants au niveau de l'ufologie, c'est que il pourrait déjà être parmi nous, Stéphane. Oui, alors en fait, bon, il faut savoir qu'il y a une observation d'OVNI qui a été récemment reportée. Alors, ce qui est intéressant, c'est là la qualité du témoin. Parce qu'en fait, c'est un fonctionnaire du Pentagone aux États-Unis, donc qui a révélé avoir rencontré un OVNI, une couleur bleu indigo très énergisante. Il a observé en fait un OVNI pendant une période de 7 minutes. Et cette énergie pouvait alimenter une petite ville, selon ses propres termes. Alors, entrons dans le sujet. Comment ça se passe? Eh bien, c'est un article du Daily Mail du 12 juin de cette année qui rapporte une observation d'OVNI qui date du 28 août 2013. Donc, nous sommes dans l'Ontario, au Canada, hein, dans le sud-ouest de l'Ontario, plus exactement. Il est 21h40. Et on a un certain nombre de chasseurs qui reviennent. Ce sont donc 3 témoins qui roulent sur une petite route forestière. On revient à la forêt. Bon, voilà, il fait quasiment nuit.
Ces trois hommes reviennent d'un voyage de chasse à l'Ours Noir. A priori, c'est autorisé dans l'Ontario. Sur le chemin, ils vont observer à un moment donné un objet curieux en forme d'altère qui irradiait d'une lueur bleu indigo très vive. Bon, alors il y a donc un ufologue qui s'appelle Robert Powell, qui est aussi un scientifique. Alors Robert Powell est membre de la SCU, dont je parlais tout à l'heure, la Scientific Coalition for UAP Studies. Alors, il est ingénieur de formation, spécialisé en nanotechnologie, et en plus, il a écrit deux livres sur les ovnis. Le premier, c'est The Truth About UFOs, hein, donc la vérité sur les ovnis, et le deuxième, qui est plus récent, UFOs, Scientific Explains What We Know and Don't Know. C'est un ovni, un scientifique explique ce que nous savons et ne savons pas, donc sous-entendu sur le sujet. Alors, Robert Powell a mené cette enquête donc auprès des témoins et principalement de ce salarié, ce contractant du Pentagone. Donc lui, il a effectivement parlé de son observation. Euh, donc il a vu cet objet en forme d'altère. C'est une forme quand même qui est plutôt rare, même si selon Robert Powell, il y a eu 50 à 60 cas dans l'histoire connue des observations d'OVNI. Moi, j'avoue, je ne crois pas en avoir lu autant. Mais bon. Donc en fait, par rapport à cette histoire, la lumière observée donc par les trois témoins était très intense, tellement que la lumière remplissait tout l'habitacle de leur voiture. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un détail qu'on trouve assez souvent parmi les témoins qui ont observé des ovnis et qui circulaient en voiture la nuit. Voilà. Bon, lumière qui pénètre l'habitacle et qui envahit tout l'habitacle. Donc cette lumière remplissait leur voiture comme dans un stade. Et ils ont décrit donc une lumière, une sorte de plasma indigo en fait, qui recouvrait la plupart de cet engin en forme d'altère. Bon. Les dimensions de l'objet étaient de 51 mètres de long, 18 mètres de largeur et 6 mètres de haut, quelque chose d'assez conséquent quand même. Et l'objet volait lentement au-dessus de la ligne de hauteur des arbres, donc c'est pas si haut que ça, hein. Et puis, cet ovni, à un moment donné, semblait émettre une espèce de douche d'étincelles électriques. Voilà, ce sont les propos du témoin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le témoin a tenté de filmer justement cet ovni avec deux appareils qu'il avait sur lui. Il avait un téléphone portable hein, de marque Motorola et une caméra HD de marque Sony. Bon. Alors, la lumière émise par l'engin n'était pas douce, c'était comme celle d'une ampoule, enfin, n'était pas douce comme celle d'une ampoule, ce que je veux dire, c'est qu'elle était plutôt comme une lumière laser, donc vraiment plutôt agressive pour l'œil. Bon. C'est une lumière faite de milliers de petites particules, comme celles qui se produisent lors d'un feu d'artifice de type fontaine. Vous savez, les bouquets finaux comme ça qui explosent. Donc du coup, ce témoin donc, du Pentagone a pu quand même filmer l'objet avec sa caméra HD. Sauf que au moment de filmer, elle n'a produit que des parasites. Alors qu'elle marchait bien avant, elle marchait bien après. Donc certainement un effet hein, justement sur la caméra de cet objet. Ensuite, selon les témoins, donc un autre objet similaire est arrivé. Il a éclairé de la même façon l'horizon, puis il est reparti ensuite. Voilà, et ces deux ovnis sont partis à une vitesse incroyable. Donc l'observation aurait duré autour de 7 minutes. Voilà, donc c'est dire si c'est très rapide. Alors, on parlait tout à l'heure de la caméra. C'est là où c'est intéressant parce que Robert Powell, donc je vous l'ai dit, c'est un scientifique, et lui, il cherche à trouver donc des interactions, des preuves. Voilà, il a raison quelque part. C'est ça qui va crédibiliser le témoignage, entre autres choses. Donc, il s'est saisi de la caméra, donc du témoin, et il l'a branché sur un oscilloscope. Et en fait, ça lui a permis de mesurer que l'interférence, les parasites qui ont été enregistrés par la caméra, eh bien, correspondaient au spectacle du rythme de lumière de l'OVNI, donc décrit par ce témoin. Voilà. Et du coup, ce qui ressemblait à un bruit blanc sur la cassette vidéo montrait en fait une fonction de pulsation parfaite. Ce sont le témoignage donc, de Robert Powell dans son rapport. Voilà, donc autrement dit, on a une corrélation entre ce qui a été observé, ce qui a été filmé par la caméra, mais qui n'apparaît pas sous forme d'image, et l'analyse qu'on en a faite avec un oscilloscope, donc un outil scientifique. Bon. Euh, alors, ce qui est intéressant, voilà, c'est ce que cette image, en fait, dévoilée par la caméra, a été calquée sur la révolution des lumières de cet ovni. Et ensuite, ça a été répété à la même vitesse, à environ une seconde d'intervalle. Autrement dit, ça correspond en fait sur un oscilloscope à des espèces vous savez, de haut et de bas comme ça, hein. C'est un sinusoïde en fait. Alors, quand on réfléchit un petit peu, d'après ce scientifique,
C'est un moteur à énergie alternative qui pourrait produire un tel champ magnétique autour de l'objet qui pourrait être capable justement de perturber l'électronique de la même façon. Voilà. Donc là, on peut en déduire une interaction d'une machinerie quelque part, d'une technologie, en tout cas que nous pouvons interpréter à l'aune de nos connaissances. Et donc, ce que nous dit ce contractant du Pentagone, il nous dit, je crois qu'il s'agit d'un polyphasage de deux immenses champs à énergie alternative à haute fréquence, polarisés différemment. Bon, autrement dit, on a deux champs polarisés différemment. Et c'est intéressant parce que ce sont des choses qui ressortent dans un certain nombre de recherches scientifiques sur la propulsion des ovnis. Bon, on va pas trop entrer dans le détail. Voilà, mais en tout cas, cette signature électronique, quelque part, pourrait apporter une preuve de l'observation vécue par les trois témoins. Voilà. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que ce témoin, donc contractuel du Pentagone, a développé deux brevets résultant de son observation. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Le témoin nous dit aussi qu'un minimum de 160 millions de watts de puissance serait nécessaire pour entourer l'engin d'un plasma d'une telle puissance. Et cette quantité d'énergie représente 33% de la centrale nucléaire de Fort Calhoun, qui est dans le Nebraska, qui produit 478 millions de watts. Voilà. Autrement dit, on a eu des estimations d'énergie. Et effectivement, dans le titre, je vous disais que cette OVNI pourrait éclairer effectivement une ville avec l'énergie produite. Ben, on en est là. On a une part d'énergie, un tiers de production d'une centrale nucléaire, ce qui est énorme. Alors, ce sont bien sûr des projections, mais quand même étayé par l'oscilloscope et un certain nombre d'observations sur le terrain. Donc c'est intéressant. Vous voyez. Donc est-ce que c'est une preuve définitive? Je ne crois pas. En tout cas, une preuve qui va nous apporter des informations effectivement sur la présence d'un objet à tel endroit et observé par trois témoins, et pas seulement un seul. Est-ce que ça te fait pas penser au système décrit par Jean-Pierre Petit? Mais si, c'est bien pour ça que je vous Enfin, parlais de scientifique tout à l'heure. Je n'ai pas voulu entrer dans le détail, mais évidemment, Jean-Pierre Petit, avec la MHD, a beaucoup travaillé sur le sujet. Voilà, pas que, mais il a travaillé sur le sujet, il connaît bien le sujet, effectivement. Alors, il y a eu d'autres scientifiques avant lui qui ont réfléchi sur la propulsion des soucoupes volantes. En France, on a eu le lieutenant-colonel Jean Plantier, il y en a eu un autre dont le nom m'échappe, voilà, puis d'autres à travers le monde, hein, bien sûr. Donc voilà, on a des théories sur le sujet. Maintenant, il faut essayer de les mettre en pratique. Alors la MHD, on sait qu'elle fonctionne, hein, puisqu'elle a été utilisée notamment par les Russes pour Oui. propulser leurs missiles hypersoniques. Voilà, en fait, on les a utilisés dans beaucoup de pays dans le monde, sauf en France, bien sûr, parce qu'on n'a pas voulu Alors que accorder de c'est. crédit à Jean-Pierre Petit, Ah non. comme d'habitude. Voilà. Malheureusement, ouais. Je vous invite à revoir des vidéos de Jean-Pierre Petit qui explique cela, là. Voilà. Ouais, tout à fait. Stéphane, on va juste en profiter bien pour saluer Demian qui va nous quitter. Ouais, à bientôt, Demian. Je remets les Le sons. micro. Pardon, oui, je dois vous laisser malheureusement. Et en tout cas, oui, c'est intéressant. Faut que je vois la vidéo là dont tu parles. Ça, j'ai vraiment envie de la voir cette vidéo. Donc, si tu peux poster le lien ou vous pouvez laisser le lien Alors, dans les Ouais, commentaires de la vidéo, bah, ça dans sera intéressant. l'article, il n'y a pas le vidéo. La vidéo, par contre, il y aura des photos de l'analyse de l'oscilloscope. Voilà. Parce qu'il n'y a D'accord, pas, rien n'apparaît sur l'écran, en fait, d'accord, c'est un bruit blanc, tout simplement. d'accord, ok. Bon. En tous les cas, merci pour cette news. Après le tic-tac, il faudra trouver un autre nom pour ce type de d'ovni. L'alter, L'alter tout ego. simplement. Ouais, moi j'étais plutôt resté dans Bien. les bonbons, mais bon, ok. Le piercing Bah, géant. merci en tous les cas, je vous laisse et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Avec ces sujets, je prendrai la suite bien sûr dès que ça sera mis en ligne. Il nous reste Merci, un Demian. article. Mm. À dans un mois, Demian. À dans un Allez, mois, à ouais. dans un mois Salut. en tous les cas à tous et à très bientôt. Bonne soirée. Avec, Merci à vous en tous les avec, cas pour l'invitation. avec un beau Ciao. déguisement. Ouais, ça marche. Essayez Ciao. d'être dans la thématique Ah bah OVNI, pourquoi pas. évidemment. Bon, Ah oui, on va se déguiser en moi, moi, extraterrestre. moi, je vous le dis honnêtement, je vous le dis sans vous donner trop d'infos, on sera dans la thématique OVNI, nous. Voilà. Bon. Ouais, Bien. voilà. Allez. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci. Ciao. Salut. Ciao. Bon, Stéphane, pour peut-être pour conclure cette revue de presse impressionnante que tu nous fais aujourd'hui. Donc, il me semble que tu as trouvé un article comme quoi certaines entités aliens seraient parmi nous, Alors, qui nous effectivement, on va auraient continuer. infiltrés. Voilà. Alors, on va terminer par une étude de l'Académie d'Harvard. C'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une théorie qui
pourrait expliquer, selon eux, la présence d'ovnis, hein, de pans parmi nous. Alors, ils ont baptisé cette théorie d'hypothèse cryptoterrestre, hein, donc, ou CTH en abrégé, pour Crypto-Terrestrial Hypothesis. Donc, ils vont parler de cryptoterrestre, mais on peut aussi utiliser le terme d'intelligence non humaine, hein, INH, bon, en français. Alors, dans l'article, ils vont exposer 4 théories pour justifier la présence de ces INH, ces intelligences non humaines ou cryptoterrestres, sur Terre. Alors, première hypothèse, on aurait une civilisation humaine avancée ancienne qui aurait été détruite par un déluge, des météores, et qui aurait survécu sous forme partielle. C'est-à-dire qu'ils auraient des véhicules, ils se seraient cachés peut-être sous terre ou ailleurs, sous les eaux, hein. On pense à l'Atlantide, à Lémurie, sur des civilisations anciennes, peut-être. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est celle d'une civilisation d'hominidés ou de théropodes, c'est-à-dire des dinosaures bipèdes, hein, qui aurait évolué, qui se serait développé et qui aurait aussi justement façonné une civilisation technologique dont on aurait perdu complètement la trace dans l'histoire. Voilà. Donc ces cryptoterrestres se seraient développés, auraient évolué et se seraient cachés par exemple sous terre. Voilà. Donc il pourrait s'agir d'hominidés qui ressemblent à des singes, hein, ou à des dinosaures par exemple, fameux reptiliens dont on nous parle beaucoup. C'est le fameux Troisième, interview de comment s'appelait-elle cette l'interview, la La Lacerta, Certa voilà. Lacerta. Files. Oui, c'est ça, ouais. OK. Donc effectivement, la troisième hypothèse qu'ils ont posée, c'est que des extraterrestres seraient venus sur Terre dans un lointain passé, où on aurait des visiteurs extratemporels, dont nous parlait Demian tout à l'heure, qui seraient venus du futur dans le passé de notre Terre, et du coup ils seraient restés dans ce passé et se seraient abrités en des environnements cachés, par exemple à l'intérieur de la Lune. Bon. Et enfin, quatrième hypothèse, donc là Harvard nous parle de cryptoterrestres magiques. C'est-à-dire que pour eux, il s'agirait d'entités qui ressembleraient à des anges, plus à des anges qu'à des extraterrestres en fait, hein. Voilà. Et là, pour le coup, on aurait des relations plus proches de la magie que technologiques. Et on parlerait de fées, d'elfes, de nymphes, etc. Ce qui nous rappelle mon article du numéro C'est ce que 10. j'allais dire. Et Voilà, ben voilà, je renvoie tout le monde à ton article de Génération Cité d'Or numéro 10 sur ces exactement, sujets-là, sur le petit peuple. exactement. Donc du coup, la dernière hypothèse est quand même plus difficile à prendre en compte, hein, pour des personnes qui respectent la recherche scientifique avec des modèles standards de la physique. Alors tous ces êtres, en fait, pourraient éventuellement vivre sous terre ou à l'intérieur de la Lune pour se cacher des terriens, voilà, qui sortiraient de temps en temps pour nous faire un petit coucou ou enlever des terriens. Voilà. Donc, selon ces scientifiques d'Harvard, ces visites d'ovnis, de Pan, seraient des visites d'extraterrestres hébergés en des bases terrestres ou lunaires. Voilà. Et en plus, ils pourraient même inviter des extraterrestres de beaucoup plus loin dans leurs repères, que ce soit à l'intérieur de la Lune, sur la face cachée, et ou sous terre. Voilà. Et l'article va même plus loin. Ça vient quand même d'Harvard, donc c'est beaucoup, enfin, c'est très très surprenant, où il nous dit que ces êtres pourraient se déguiser en humains pour visiter la Terre. Alors, l'article ne précise pas comment ou en quoi ils se déguiseraient. On parlait tout à l'heure de se déguiser en extraterrestre pour le bal, mais là, on aurait des extraterrestres qui se déguiseraient en humains. Bon, ce serait marrant. Peut-être qu'on en aura d'ailleurs à l'étrange rendez-vous, qui sait. Épisode de Doctor Who où effectivement il se déguise en humain, mais comme le corps est trop serré, ils ont des flatulences qui fait que ça les fait C'est comme ça qu'on les c'est repère, comme quoi. ça qu'on les repère, voilà. D'accord, J'ai ben plus moi, l'épisode en tête, mais je le mettrai dans les liens. alors, je ne me souviens pas de cet épisode. Par contre, moi, ça me fait penser au premier film des Men in Black avec l'homme en costume d'Edgar, où une espèce d'extraterrestre prend une peau humaine et entre à l'intérieur où il n'est pas tout à fait à son aise. Mm, Voilà. C'est ça. Alors, pour ces universitaires, en fait, cette théorie serait une explication alternative, non conventionnelle, pour expliquer l'origine des observations d'OVNI, hein. Alors, bon, on peut quand même se dire que cette théorie qui sort d'Harvard, elle n'est quand même pas nouvelle, hein, pour ceux qui s'intéressent au sujet. Elle a déjà été émise par tout un tas d'ufologues, de chercheurs dans ce domaine-là. On a par exemple Gérard Demarque qui, en 96, a écrit un ouvrage qui s'appelle Les Paraterrestres, où justement déjà il parlait de cette théorie-là, hein, donc des civilisations anciennes qui auraient survécu sous terre, sous l'eau, etc., ou peut-être dans l'espace, et qui reviendraient nous voir de temps à autre.
On a aussi un ouvrage d'un Américain qui s'appelle McTonies, qui s'appelle, bon, je vais vous le dire en français, Les cryptoterrestres, une méditation sur des humanoïdes indigènes et des extraterrestres parmi nous. Voilà. C'est un ouvrage qui date de 2011, qui n'a jamais été traduit en français. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant parce qu'il parle de tous ces êtres qui auraient pu évoluer différemment. On parle de cryptoterrestres, hein, effectivement. Alors, crypto, la racine grecque, hein, qui veut dire caché. Donc des civilisations qui seraient cachées sous terre, dans des volcans, sous l'eau, dans l'espace, alors dans les anneaux de Saturne, à l'intérieur de la Lune, dans des astéroïdes, sur Mars, bon, etc. Et tout ça, effectivement, c'est vrai que ça pourrait expliquer en partie certaines des observations. Alors, lesquelles sont vraies, lesquelles ne sont pas vraies, bah, c'est là où on peut se poser une question. Euh, on parle en ufologie de visiteurs venus du futur. Certains spéculent que certains gris, voire peut-être tous les gris, pourraient être des visiteurs du futur, pourraient être nos descendants, qui auraient muté suite à une grande catastrophe nucléaire, par exemple. Bon, voilà, c'est une hypothèse. On subodore aussi qu'il y aurait eu donc des êtres venus d'ailleurs, mais loin dans notre passé, qui se seraient installés, qui auraient fondé des civilisations, qui auraient disparu depuis. Et donc on pourrait retrouver quelques restes par-ci par-là, des marteaux fossilisés, des chaussures fossilisées, des traces de pas contemporaines des dinosaures, bon, etc. Voilà, pourquoi pas. Donc tout ça, effectivement, sont des hypothèses qui sont crédibles, qui sont intéressantes. Pas ce que vous en pensez? Moi, j'avais une question par rapport justement à cet article d'Harvard. Est-ce que Mhm. tu sais si ce sont des chercheurs, on va dire, Donc, pignon sur rue. qui ont une chaire, tu vois, et puis, ou est-ce que c'est juste un article d'un étudiant de cinquième année qui a fait un mémoire là-dessus? Alors, l'article du New York Post, parce que j'ai oublié de vous citer la source, c'est le New York Post du 12 juin 2024, nous parle de l'Académie d'Harvard. Alors, on ne précise pas de quel scientifique il s'agit, qui est derrière tout ça. Tu as raison, hein, il s'agit peut-être d'étudiants qui ont sorti une thèse, mais ils ne sont pas scientifiques puisqu'ils n'ont pas encore obtenu leur doctorat, tu vois. Mhm. Donc voilà, là-dessus, j'ai pas plus de précision, mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui à Harvard, se posent ce genre d'hypothèse, tu vois. À mon avis, ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc peut-être Ah, que depuis il y en a peut-être toujours 2017, eu, hein, il y en a peut-être alors, toujours eu, mais tu sais, c'est toujours la peur de perdre ses crédits, oui, bien sûr. Bah, on parlait de euh, Jean-Pierre Petit tout à l'heure, c'en est l'exemple voilà, c'est typique en un France, hein. très bel exemple. Ouais. Mm. Bon, voilà. Alors, peut-être effectivement que depuis 2017, une espèce de parole s'est libérée aujourd'hui, peut-être un peu plus d'ouverture aux États-Unis. Voilà, hypothèse, hein. C'est peut-être le cas, effectivement. Dans le milieu militaire, on en parle un peu plus. Dans le milieu politique, un peu plus aussi, comme on l'a vu tout à l'heure avec ce groupe de soutien. Donc voilà, bah, à suivre de près, parce qu'il y a peut-être des évolutions intéressantes en ce sens, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, bah écoute, moi j'aime bien, tu as fait référence à Men in Black tout à l'heure. Moi, j'ai adoré ce film. Voilà, je me dis, tu sais, on a eu justement des cas d'hommes en noir qui sont venus voir des témoins d'OVNI Tout à en fait. demandant de ne pas divulguer ce qu'ils avaient vu. Tu vois, comme les gardiens de ce secret. Qui sont là pour justement ne pas divulguer la présence extraterrestre qui serait là sur Terre depuis très longtemps et que certains humains voilà, seraient en fait des extraterrestres déguisés, quoi. Donc, Mais peut-être, mais peut-être. Tu sais, il y a dans les témoignages ufologiques un certain nombre de témoins qui disent que ils ont été en contact d'êtres qui ne ressemblaient pas tout à fait, mais qui semblaient comme déguisés en humains ou qui étaient des humains, mais avec des choses un petit peu particulières. Des oui, cheveux verts, des écailles un sur des bras à un moment accoutrement, donné, tu vois, des anomalies d'un, quelque part. voilà, Tu puis vois. un accoutrement d'un autre temps avec une vieille voiture, etc. Alors, il y a Enfin, ça aussi. Alors, tu fais référence aux Men in Black. C'est vrai que les Men in Black ont longtemps été décrits aux États-Unis comme conduisant des Buick des années 50. Tu vois, comme s'il n'y avait pas eu d'évolution temporelle c'est pour ça. eux. Bon, voilà, je ne sais pas si récemment on les a revus en voiture. J'en ai pas le souvenir. On les voit plutôt apparaître et disparaître, mais sans faire référence à des véhicules, tu vois. Non, mais c'est vrai, oui, comme tu dis, certaines personnes ont rencontré des humains bizarres, quoi. Voilà, comme tu Ouais. dis. Mais Hein. tu sais, une des façons aussi d'envahir une population, donc en fait, il y a deux façons d'envahir une population et puis de dominer la population. Tu as soit la façon frontale, guerrière, où on y va, on défonce tout, L'invasion.
Voilà. Ou Soit tu as filtrée, la façon douce, où en fait, tu vas L'infiltration. voilà, par infiltration, et puis tu vas finalement euh, faire baisser la population de l'entité qui est quoi, de la population visée, et faire grandir ta propre population, et petit à petit la remplacer. Voilà. Et Oui, ça alors, peut être c'est une invasion douce qui peut être sur plusieurs générations, l'air de rien, et puis effectivement, dans plusieurs générations, il n'y aura plus que des IT. alors, en imposant, par exemple, un soi-disant vaccin Bip, pas dit zombie. un bip salvateur et que tout le monde oui, va j'y ai prendra. pensé avant que tu en parles, effectivement. Alors, tiens, Alors, pour conclure là-dessus, alors revenons attends, sur juste, Stargate je viens SG-1. pour dire. Alors, vas-y. Stargate SG-1, alors, Oui. mesdames et messieurs, Stargate SG-1, saison 4, épisode 16. Facile, 4 au carré, 16. Eh bien, il rencontre une civilisation extraterrestre qui leur apporte tous les bienfaits de l'humanité, ça guérit tous les maux de l'humanité. Ils ont un bip magique qui Mhm. permet effectivement, de soigner le cancer, de soigner tomber malade, etc. Voilà. Donc, les docteurs tombent au chômage, c'est la paix dans le monde, il n'y a plus de guerre, tout va bien. Et puis, mais, même SG1, finalement, ils arrêtent d'explorer parce que ils sont de plus en plus copains avec cette civilisation qui est de plus en plus présente sur Terre. Et Samantha Carter, la fameuse Samantha Carter, La scientifique. qui, au bout de 10 ans, s'est mise en couple avec un ambassadeur, bien, elle s'aperçoit qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Donc, elle ne comprend Ouais. pas parce qu'ils ont une solution miracle qui soigne tout. Donc, ils doivent lui permettre d'avoir un enfant. Et du coup, elle retourne voir son ancienne copine qui était la médecin de la base, qui est au chômage, hein, parce qu'il n'y a plus personne à soigner, qui lui demande est-ce que tu veux que je t'ausculte à l'ancienne, Ouais. tu vois, que je t'analyse à l'ancienne. Donc, elle lui dit oui. Elle lui raconte bah, écoute, je suis désolé, non, tu ne pourras pas avoir d'enfant, t'es stérile, ou je ne sais plus quoi, elle a vu des problèmes, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Donc, elle ne comprend pas, parce que le fameux extraterrestre lui a dit mais si, vous inquiétez pas, ça va vous guérir. Donc, elle cherche dans la base de données, je vous spoil à fond hein, le truc. Hein. Elle cherche dans la base de données des IT, parce que comme elle est copain avec un ambassadeur, elle a accès, et elle s'aperçoit que bien 92% de la population devient stérile, grâce au fameux bip. Et donc, elle comprend, voilà, en cherchant que Que bien, ces aliens n'étaient pas si il n'était sympathiques. pas si sympathique et que le plan d'invasion, c'est une invasion douce sur Voilà. 3 générations. Il n'y aura plus. Ouais, Il c'est n'y ça. aura plus d'humains, mais par contre, ils auront été remplacés par les aliens. Sans les exterminer. Voilà. Voilà. Et donc, Exactement. ils reviennent dans le temps pour faire un RAZ. Et Bien ça, je sûr, vous oui, laisse oui. regarder Alors, le. je me souviens de cet épisode, effectivement, que j'avais trouvé très intéressant. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais en parlant d'invasion douce, justement. Il y a un auteur américain, un ufologue très connu, qui s'appelle David Jacobs, qui a écrit un certain nombre de livres sur le sujet. Lui, sa thèse, en fonction de ses recherches, c'est que les abductions serviraient effectivement, là, il n'est pas le seul à le dire, à faire donc des croisements, des hybridations entre une espèce ou plusieurs hein, venant d'ailleurs et nous, terriens. Et au fur et à mesure d'hybridation, eh bien, les hybrides nous ressembleraient, trait pour trait. Sauf qu'à l'intérieur, ils auraient développé des facultés qui sont propres à ces êtres, hein, donc télépathie, etc. Et du coup, bah, il y aurait donc des familles qui hébergeraient ces hybrides de énième génération et qui les formeraient à la vie sur Terre. Donc, on leur apprendrait à cuisiner, à conduire, je sais pas, à vivre sur Terre, tout simplement, à faire des choses aussi basiques pour nous, parce qu'on a grandi dedans, donc c'est notre quotidien. Mais ils ne savent pas comment allumer une télé, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est sa thèse. Bon, alors elle est très discutée, très controversée, hein, bien sûr. Mais voilà un exemple d'invasion douce, effectivement. Bon, peut-être qu'on ne saura jamais. On ne sait pas. En tout cas, peut-être qu'on est des extraterrestres. Pour ma part, je n'ai plus d'enfants, de toute façon. Alors, Et Voilà. comme dirait, Moi, je suis bien né sur Terre, je vous le confirme. et comme dirait Peter Knight, hein, c'est l'invasion a commencé avec les petits doigts raides. Vous Voilà. avez des gens avec des petits doigts raides, ben voilà, je le disais. Fameuse maladie de Dupuytren, si je me souviens bien. Exactement, voilà. Bah, j'en suis atteint, tu vois. Voilà. À la quarantaine, c'est sorti. Voilà. Ouais, 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 c'est ça. Ok, eh ben, écoute Stéphane, merci encore une fois pour tous ces détails. Là, j'ai Avec l'impression plaisir. d'avoir fait et Voilà, si on parlait vraiment d'ufologie, tu sais, C'est ça, ouais. l'ancienne émission mythique
J'aime bien Sme TV. Ouais, vraiment un plaisir à chaque fois. Partagez, Donc, évidemment. voilà. Je pense que vous allez pouvoir au troisième trimestre, parce qu'en plus il va être en vacances et tout, il va avoir encore plus le temps de décortiquer toute la presse internationale. On fera une émission de 3 heures. Voilà. Non, peut-être pas quand même, hein. Voilà. Nous avons tous des vies professionnelles à côté. Bah, ouais. Exactement. Et on a besoin de dormir aussi. Aussi. Et de se ressourcer. Mm. Allez, l'été arrive. D'ailleurs, on va se Exactement. ressourcer prochainement, le mois prochain, à Brocéliande. Ça va être bien Tout à sympathique. fait. Et d'ailleurs, peut-être que, on aura le numéro 11 de Génération Cité d'Or à Brocéliande. Ah oui, très bel objectif. Merci de me le rappeler, Stéphane. Voilà. Tu as raison. On lui met pas la pression. Tu as raison. Donc, j'espère voir enfin mon article sur les OANI en Russie et les pays de l'Est dans ce numéro 11. Exactement. Le seul numéro de l'année, hein. Maintenant, on fait des annuels, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Jérôme, merci. Stéphane, merci. Démian, on l'a Merci à déjà vous. remercié. Voilà, très belle émission, tous ensemble. On se retrouve dans 3 mois, à Dans un l'antenne mois. Dans un et mois. dans un Avec mon mois, pour rendez-vous. de vrai. Voilà, Voilà. exactement. In real life. Voilà. Si vous voulez nous voir, hein, il reste encore 10 places. C'est ce qu'a dit Demian. Donc, passez-vous. Merci. C'est chez vous. Allez, ciao, ciao à tous et à très bientôt. Au Et revoir à puis, tous. nous, eh bien, on va se retrouver, Jérôme, dans quelques minutes pour faire notre Pour, petite revue de presse. bah oui, comme d'habitude, à l'ancienne, hein. Voilà, Voilà. à l'ancienne, notre dernier petit mini Voilà. du trimestre. Mm. Allez, ciao Stéphane. Salut, Stéphane. ciao.